Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 15 mars 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Petit rappel aussi, demain, comme vous le savez, nous avons organisé avec Vemfibo une session de trading live qui a lieu chaque mercredi à 8 heures. Donc, soyez nombreux et n'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez avoir un peu des informations, un plan de trading, que ce soit sur les indices ou le forex, pour vous aiguiller un peu sur des marchés financiers qui sont quelque peu nerveux et tumultueux. Donc demain, inscription live en tout cas avec Vincent à 8 heures. Comme d'habitude, je vous mets le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Alors ce matin, la Chine pèse un peu sur les marchés, que ce soit avec la recrudescence du Covid ou le fait de s'être rapproché justement de la Russie. Vous l'avez déjà évoqué hier, notamment dans la partie macro. Par conséquent, effectivement, Wall Street a été pénalisé aussi par l'absence d'avancées tangibles dans les discussions entre les autorités russes et ukrainiennes. Par ailleurs, les investisseurs n'ont pas tellement envie de prendre de risques juste avant la réunion de politique monétaire qui devrait justement confirmer le relèvement des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Donc là, maintenant, euh, dans la guerre en Ukraine, eh bien, l'armée russe n'exclut pas la possibilité de prendre le contrôle total des grandes villes qui sont déjà encerclées. Hein. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Kremlin. Et comme je vous le disais, Washington s'est dit profondément préoccupé par la position d'alignement de la Chine avec la Russie pour la guerre en Ukraine. Forcément, les actions chinoises cotées aux États-Unis, que ce soit Alibaba, Tencent, Baidu, ont été sous pression à la suite d'informations selon lesquelles la Russie aurait demandé à la Chine une aide militaire en Ukraine. Donc là, on avait vu hier l'indice Hang Seng qui perdait 65% depuis son plus haut historique. Et ce matin, l'indice, forcément, a une nouvelle fois chuté. Donc les valeurs chinoises qui avaient déjà du plomb dans l'aile sont massivement vendues par les opérateurs. Ce matin, en Europe, on repart à la baisse finalement. La résurgence, comme je vous le disais, de l'épidémie de Covid en Chine pesant sur les cours de l'énergie et des matières premières, un facteur qui s'ajoute déjà aux inquiétudes liées à l'Ukraine et aussi à la prudence, comme vous le savez, à la veille en tout cas des décisions de la Fed. Bon, après, on a une nouvelle session de négociations entre Ukrainiens et Russes qui est prévue dans la journée, étant donné que celle de lundi n'a abouti à aucun résultat tangible. Et en parallèle, l'armée russe continue quand même de pilonner plusieurs grandes villes d'Ukraine. Parallèlement, les États-Unis ont quand même mis en garde la Chine contre toute fourniture d'armes ou de soutien financier à Moscou. Et l'Union européenne, elle, a adopté un nouveau train de sanctions contre des intérêts russes, justement. Et dans ce contexte, malgré les chiffres meilleurs qu'attendus de la production industrielle et des ventes au détail en Chine, eh bien, ça n'a pas rassuré les opérateurs. Là, on voit très clairement que les chiffres ou les données macro ont très peu d'importance par rapport au resserrement monétaire à venir, à la guerre en Ukraine et, et à l'inflation qui, pour l'instant, est là pour durer. Maintenant, la prudence, en tout cas, pourrait l'emporter sur la tendance à la veille justement des décisions de la Réserve fédérale qui devrait inclure la première hausse des taux directeurs depuis 3 ans pour tenter justement d'endiguer l'inflation. Donc on aura la conférence de presse et le discours de Jérôme Powell demain
demain soir. Donc, gros catalyseur quand même à surveiller cette semaine. En attendant, les opérateurs ne devraient pas se positionner massivement sur les marchés ou en tout cas prendre des risques à l'approche justement d'une réunion monétaire clé et d'une première hausse de taux, à mon avis, tout porte à croire qu'elle sera de 25 points de base. Ici, nous avons les prévisions de Goldman Sachs sur le S&P 500. En tout cas, plusieurs prévisions. Donc Goldman Sachs, encore une fois, décide de faire un peu sa girouette. Effectivement, il y a une semaine, on était sur un S&P à 4900 points. Marche arrière, Goldman Sachs réduit l'objectif du S&P 500 de fin d'année 2022 à 4700 points contre 4900, étant donné que la flambée des prix des matières premières et les perspectives plus faibles de la croissance économique américaine et mondiale les ont aussi amenés à réviser leur estimation de BPA, de bénéfices par action, à 221 $ pour 2022 contre 226 $. En tout cas, actuellement, on a un consensus sur le marché qui table sur un S&P 500 à 4260 points, qui me paraîtrait probable. En tout cas, les 4900 points de Goldman Sachs, c'était un peu ambitieux. Ce serait clôturé sur un nouveau record historique. Actuellement, les planètes ne sont pas vraiment alignées, je trouve, pour qu'on aille chercher de nouveaux records historiques. Comme je vous le disais hier, il faudrait que on ait une recette magique, une nouvelle fois, à savoir un nouveau quantitative easing de la part des banques centrales. Effectivement, si on injecte de nouveau des liquidités, bon, on pourrait avoir une fameuse reprise en V-bottom, comme on avait eu fin 2018, lorsque Powell a dit « Oulala, stop, on va arrêter de lever les taux, le marché a perdu 20%, je n'augmenterai plus les taux, en tout cas, j'arrêterai d'augmenter les taux en 2019. » Derrière, énorme V-bottom, crack lié au Covid, même chose, injection de liquidité, V-bottom, on est reparti comme en 40. Donc là, pour moi, ce serait ce scénario-là. Effectivement, un scénario plus probable autour de 4300, 4400 points, effectivement, et le scénario quand même pessimiste de Goldman Sachs, qui décide enfin d'avoir un scénario un peu noir avec un objectif à 3600 points. Donc ça, très clairement, ce serait effectivement un scénario plausible. Parallèlement, je rappelle qu'on a quand même validé une épaule tête-épaule sur le S&P 500. Je vous invite à aller la voir. Et de mémoire, si je me souviens bien, ça donnerait à peu près cet objectif-là. Donc là, on serait vraiment sur une chute de l'indice de 20-25%. Donc avec un objectif aux alentours de 3600, 3800 points, je crois, pour l'épaule, tête-épaule. Donc voilà un peu les grandes lignes et les prévisions de Goldman Sachs. Donc à suivre, mais effectivement, d'un point de vue technique, pour l'instant, si on ne parvient pas à repasser, à s'installer durablement au-dessus des 4300 points, qui est justement la ligne de coup un peu de l'épaule tête-épaule, tout porte à croire qu'on pourrait accélérer à la baisse et potentiellement, je dis bien potentiellement, venir chercher l'objectif théorique de cette fameuse épaule tête-épaule. Ici, graphique pertinent, je trouve, c'est un sondage autour de l'inflation auprès des gestionnaires de fonds. Et ce qui est intéressant de noter finalement, c'est que je vous ai présenté plusieurs fois ce graphique tout au long de 2021, un petit peu en 2022, mais surtout en 2021, quand le grand débat était de savoir si une inflation était permanente ou transitoire. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, si vous vous rappelez bien, soit plus de 70% des gérants interrogés disaient que l'inflation était transitoire. Au fil des mois, ça a diminué. On est passé à 65, 60. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour la première fois depuis de nombreux mois, maintenant, les investisseurs pensent que l'inflation va être permanente. Donc,
c'est un peu étonnant de leur part de penser maintenant que l'inflation va être permanente. Alors oui, le contexte fait que l'inflation pourrait durer, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'est permanent. Tout est impermanent dans la vie. Maintenant, la définition de permanence, c'est combien de temps va-t-elle durer? Donc, elle pourrait s'installer encore un peu, l'inflation, effectivement. C'est pas dit qu'on ait fait le pic aux États-Unis à 7,9%. On pourrait avoir une espèce de, je dirais, de dôme avant de retomber véritablement. Mais maintenant que le consensus pense que l'inflation va être permanente, j'ai plutôt envie de croire que l'inflation va retomber dans les mois à venir. Encore une fois, en bourse, c'est très basé sur la psychologie et le consensus a souvent tort. Donc, lors des mois précédents, le consensus disait transitoire, l'inflation n'a fait que grimper. Maintenant que l'inflation est au plus haut, le consensus dit l'inflation va être permanente. Donc, effectivement, avec la flambée de l'énergie, des matières premières et des matières premières agricoles, oui, elle pourrait se stabiliser encore un peu. En tout cas, on pourrait aller encore un peu plus haut et derrière se stabiliser avant de retomber. Mais si les banquiers centraux font bien leur job et qu'ils le font comme il faut, logiquement, l'inflation devrait retomber au cours des prochains trimestres. En tout cas, à partir, je pense, du juillet, septembre, voire octobre. Donc un graphique pertinent qui fait que j'ai envie de penser à l'inverse du consensus qui, après de nombreux mois, a vu l'inflation monter en flèche. Maintenant, se dit c'est bon, terminé, pessimisme extrême, l'inflation va durer, l'inflation va être permanente. Donc, au contraire, elle pourrait, je modère mes propos, elle pourrait encore durer quelques temps, avoir cette espèce de dôme de stabilisation, puis retomber derrière sur des niveaux plus abordables. Encore une fois, tout dépendra de l'action des banques centrales si elles font correctement leur job. Côté graphique, bon, toujours dans le range, très clairement sur le CAC 40. On est venu combler le gap. Pareil sur le DAX, c'était un peu l'objectif que je m'étais fixé cette semaine. On est dans le range. Voilà. Donc, pour moi, il faut trader le range, tenter des achats en bas, des ventes en haut. Et normalement, après la Fed, on devrait avoir un flux directionnel. En tout cas, je l'espère. Pour l'instant, on est toujours prisonnier dans ce range. Grosse réaction des vendeurs sur les 6415. Les acheteurs défendent 6200, 6150. Par conséquent, mise en place toujours de la stratégie de trading range. Bon, là, si ça repart, effectivement, on pourrait aller chercher, combler de nouveau le gap, juste ici. Et puis à l'approche de la MM50, pourquoi pas tenter de nouveau une vente pour viser milieu de range et bas de range. Mais là, très clairement, jusqu'à demain, en tout cas, je vois mal le CAC aller plus bas que 6150 ou arracher les 6415. À mon avis, on ne devrait pas avoir un tel flux avant, avant les annonces de la Fed. Sauf si on apprend dans la journée qu'on a trouvé un accord entre la Russie et l'Ukraine. Là, effectivement, on pourrait exploser. Mais dans l'attente de la réunion de la Fed, à mon avis, les indices devraient continuer à végéter, en tout cas à se stabiliser dans ce range. En tout cas pour le CAC 40, toujours zone basse 6200, 6150, zone haute 6400, 450. Voilà, on a un range avec des bornes hautes et basses assez larges, mais pour l'instant qui fonctionne en tout cas parfaitement. Là, en données horaires, bon, intéressant de voir si on clôture au-dessus des 6310 points, car effectivement, on pourrait derrière, pourquoi pas, aller chercher et combler le gap une nouvelle fois aux alentours des 6375 points. Et pour l'instant, le rebond commence à s'essouffler, en tout cas on cale, se stabilise dans un range. On aura vraiment un essoufflement du rebond si on casse ce niveau, on validera même un double top. Et pour l'instant, pause dans le rebond. Voilà, donc range, on repassera acheteur si on break les 6415 et vendeur massivement si on break les 6150.
Concernant le DAX, c'est exactement la même chose. On est venu combler le gap. C'était l'objectif que je m'étais un peu fixé cette semaine en me disant, bon, le gap va être comblé à mon avis. On est dans un range aussi. On bulle sur notre kit jaune. Parfait, ça a lâché ce matin. Vous voyez, on est venu combler le gap. Exactement. Et maintenant, pareil que sur le CAC 40, range à prévoir à mon avis. Un petit biais haussier, étant donné qu'on est quand même bien maintenu en échec sous la MM50. Pareil que sur le CAC, je ne serais pas étonné qu'on vienne combler ce gap avant de retomber un peu plus bas. Voilà, en direction des 15 360, 15 340. Un scénario que je surveille sur le DAX, que je privilégie en tout cas actuellement. Plutôt un scénario baissier que haussier, suite à l'échec sur la MM50. Donc là, si on vient juste combler le gap, on a un beau signal baissier, eh bien, je vous invite à chercher des ventes. On viendrait combler le gap. Je n'exclus pas une petite épaule, tête, épaule en cours de formation. Et effectivement, on aurait une grosse dégradation derrière si on viendrait, si on vient en tout cas clôturer sous les 15 560. Pour l'instant, ça reste baissier. On reprend un peu de hauteur. Je surveille ce niveau. Si au comblement de ce niveau, en donné 15 minutes au horaire, vous avez un signal baissier, qu'on est toujours sur la même 50, eh bien, je pense qu'on peut tenter une vente avec un stop loss juste au-dessus pour reviser les plus bas et espérer dans ce cas-là une épaule, tête, épaule. Et en cas de cassure, un retour sur la zone basse vers 13 240, 13 340. Voilà le plan actuellement sur l'indice allemand. Là, pareil, effectivement, on a l'air d'être dans un canal haussier. Bon, j'attends de voir jusqu'où l'indice allemand est capable d'aller. On est sur un niveau intéressant, mais si ça retombe et qu'en plus, là, on commence à casser l'oblique, les vendeurs reprendraient la main à court terme et derrière, on aurait une dégradation, je pense, sous les 15 500, 15 600. Sous 15 600, on pourrait valider cette épaule, tête, à voir jusqu'où on va là, mais derrière, retomber finalement un peu plus bas. Le Dow Jones, fébrile, le Dow Jones, toujours dans son range. Il a du mal à décoller. Bon, il a terminé flat. Les signaux aussi ont du mal à transformer les scènes. Bon, je suis toujours intéressé pour chercher des achats en bas, au plus près de la borne basse. Si on peut retomber cet après-midi, ce serait pas mal. Ce serait un bon point, effectivement. En données 4 heures, on a l'air d'avoir un petit range ici dans lequel on consolide. Bon, peut-être qu'on va venir combler ce gap, je ne sais pas, cet après-midi en tout cas. C'est fort probable. Bon, l'idée reste toujours la même, chercher des achats vers 32 600, 32 500. Dans l'idéal, de se rapprocher des grosses zones. On reviendrait sur l'oblique haute du porte-voix, borne basse du range, donc intéressé effectivement pour chercher des achats sur ce joli niveau clé. Si on regarde les futurs un peu, voir la dynamique, est-ce qu'on est dans le rouge? Non, on est dans le vert. Mais on a du mal à aller chercher un peu plus bas. Bon, j'attends de voir. Si on peut retomber un peu plus bas cet après-midi, le plan reste le même. C'est vrai qu'on a du mal à transpercer cette zone actuellement, ça reste un peu fragile, fébrile. D'un autre côté, est-ce que les investisseurs ont envie de prendre des risques, comme je vous le disais, à aller sur les actifs risqués juste avant la Fed? C'est pas sûr, on pourrait continuer à larver un peu, à végéter. Mais encore une fois, je pense qu'on a une très belle zone ici, qu'il faut continuer de chercher des achats si on se rapproche de cette zone et éviter d'intervenir un peu. Voilà, là c'est vraiment la zone chaude, la grosse zone qu'on a identifiée. Vous voyez, on fait le yo-yo dedans. On a des fausses cassures à la hausse, à la baisse. Donc
éviter vraiment ces niveaux piégeux et intervenir uniquement, tant pis, ça peut mettre plusieurs séances, mais intervenir uniquement sur les grosses zones clés, car derrière, généralement, on a quand même des belles réactions et du flux. Alors que quand on est sur des niveaux intermédiaires, on fait le yo-yo, c'est vaseux, et par conséquent, piégeux et difficile à trader. Donc là, le plan reste le même toujours. Tant qu'on n'enfonce pas la borne basse de ce range, je pense qu'il faut continuer à chercher des achats pour viser de nouveau TP1 et puis un vrai redémarrage aussi, TP2 aux alentours de 34 000 points. Donc affaire à suivre cet après-midi si on dégringole en tout cas et qu'on peut retourner sur ce joli niveau. L'euro USD, bon. Bon, l'euro est reparti sur les indices. Je vois pas d'opportunité vraiment sur cette paire. On est dans un milieu de range. Je suis pas convaincu des niveaux sur lesquels on se situe, que ce soit pour tenter une vente ou un achat. On n'a pas de signal particulier, je trouve. Données daily. Je vois mal l'euro, voilà, juste avant la Fed, hein, très honnêtement, je vois mal l'euro, pareil, prendre des initiatives avant la Fed, mais plutôt consolider entre 1,10 et 1,09. Voilà, donc, pour ma part, je passe mon tour sur l'euro-dollar. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On verra jeudi, après la réunion de la Fed, si on a des opportunités. Comme je vous le disais, je ne serais pas surpris de voir l'euro monter en flèche après la réunion de la Fed et malgré le relèvement des taux, tellement ça a été pricé. Donc, affaire à suivre, on verra ce que fait le marché. Mais bon, j'ai pas envie de me positionner très honnêtement sur cette paire un jour avant la Fed, en fait, juste à la veille de la Fed. Je pense qu'on n'aura pas de marge suffisante pour se mettre à BE, il faudra quitter le trade et donc tant pis. Il faut laisser du temps au temps, aller sur d'autres actifs où on a un peu plus d'action, où on a des configurations un peu plus intéressantes, notamment, bon, je fais le suivi, mais le TP a été atteint, l'USD Yen, pour rappel, le TP2 a été fait, quasiment au pips près. On est venu chercher 118,45, je visais 118,50. Fin du trade, si certains ont réussi, prenez vos bénéfices. Voilà, on arrive maintenant sur une zone chaude, voilà, juste là, zone de polarité, payez-vous. En tout cas, prenez des bénéfices, remontez le stop ABE, et maintenant on attend la suite. Ici, hors question d'être acheteur sur l'USD Yen, on a une super zone de polarité. C'est haussier, bien évidemment, on a peut-être fait de l'excès en breakant à la hausse notre oblique. Pour rappel, oui, on a cette oblique, donc on est peut-être sur de l'excès. Prenez vos bénéfices. Le TP2 a été fait. Maintenant, bon, je note quand même l'avalement 4 heures ici. Si certains veulent tenter un reverse, pourquoi pas. J'aurais aimé. Ah, très intéressant. On avait une belle divergence. Donc, fin du trade, hein, très clairement, les acheteurs, là, sortez. Avalement baissier 4 heures. Si certains veulent tenter le reverse, pourquoi pas. J'ai pas envie de le proposer comme trade, mais je peux le comprendre. Je trouve qu'on a fait un beau trade ici. Là, on a une belle divergence qui a été validée, effectivement, avec un avalement 4 heures. Effectivement, on pourrait retomber un peu plus bas sur le. En tout cas, l'USD Yen pourrait retomber, venir chercher. Revenir tomber sur la Tenkan. Pourquoi pas. Bon, pareil, s'il y a la Fed, soyez prudents. Si certains veulent tenter la vente, c'est pas interdit. Le stop loss, il est très facile, il se place juste au-dessus, ici. Et par contre, il faudra vite mettre ABE juste avant la Fed demain. Là, pour le coup, je pense qu'on peut avoir une marge de manœuvre suffisante, étant donné qu'on a fait une
une belle accélération haussière, vendre maintenant. Si on a un petit repli, c'est envisageable. On est peut-être monté un peu haut, un peu vite, donc on pourrait avoir un repli et ça permettrait derrière d'avoir suffisamment de place, en tout cas pour être à BE demain juste avant la Fed. Et puis comme ça, on laisse faire le marché. Si ça doit exploser, eh bien au moins on fera un BE. Si ça baisse, il faudra viser les 116,15. Le GBP USD m'intéresse aussi, je vous disais, j'en parlais hier comme plan de la semaine. J'aime beaucoup la bougie haussière qu'on est en train de faire ici, donc l'avalement haussier avec la divergence daily qu'on est en train de valider doucement. Donc là, on avait une petite divergence. Vous voyez, tac, petite divergence haussière sur une belle zone de support, juste ici. Tac, vous voyez là, la zone de support, ici, ici, on va travailler le marché et on est en train de faire notre avalement haussier et de valider la divergence. Donc ça, c'est un bon point. Pareil, il y a la BOE, il y a la Fed, il y avait aussi la divergence 4 heures. Non, elle n'était pas validée cette divergence, parce que le RSI était allé au-dessus de 51, effectivement. Je vais supprimer, la divergence n'est pas validée, mais l'avalement haussier me plaît. Et la divergence daily me plaît aussi. Donc là, pour le coup, ce serait un stop loss juste en dessous et visé en TP1, M50, puis TP2, TP3. Voilà, donc à confirmer en clôture, deux bougies, si vous voulez prendre, tester ce signal. Au moins confirmer l'avalement, parce que je pense que même si on confirme l'avalement, on va peut-être pas confirmer la divergence. Il faudrait qu'on remonte un peu plus haut. Peut-être que certains ont tenté en anticipation sur un avalement 4 heures, hein, pas eu d'avalement 4 heures, malheureusement. Et est-ce qu'on a une... Il faudrait au moins breaker ici cette résistance. Voilà, là, on a une résistance. Pour le moment, on n'a toujours pas cassé de résistance. Si on break cette résistance et qu'on clôture au-dessus de ce niveau, pourquoi pas tenter un achat TP1, TP2, TP3 derrière. Une paire qui m'intéresse aussi, c'est GBP-NZD et son fameux double creux. Néanmoins, il y a une chose qui ne me plaît pas dans cette configuration, c'est la bougie du jour. Donc là, pareil, je surveille la bougie du jour car elle ne me plaît pas trop. Je note tout de même la même chose que sur le GBP USD, c'est la divergence qui a été validée en prenant les clôtures. Donc une divergence haussière validée. Je n'aime pas cette bougie-là sous résistance. Mais le deuxième élément, c'est le double creux et la divergence 4 heures ici. Donc là, effectivement, voilà. Là, en données 4 heures, pareil, on a une très belle divergence qui a été validée. Peut-être que certains l'ont vu, ce qui fait qu'ils ont pu rentrer bien plus tôt sur cette paire. Ici, le signal a été donné ici, même ici, j'ai envie de dire, juste là. Donc c'est vrai que ça fait vraiment point bas. Là, on est potentiellement sur un double creux derrière. Dans ce cas-là, pareil, surveiller la clôture daily et au moins 4 heures. Là, si on retombe, c'est pas bon. Si on clôture la journée au-dessus des 1,9320, pourquoi pas tenter un achat avec un stop loss juste ici. Là, pour le moment, c'est pas bon. Malgré les beaux signaux haussiers, mais celles et ceux qui sont positionnés ici, bah, ils ont une longueur d'avance suffisante, alors que les retardateurs, faudra attendre pour les retardataires qu'on remonte un peu plus haut. Et parce que je n'aime pas cette bougie. Voilà. En revanche, si la bougie clôture verte et qu'on n'est pas un peu sur une espèce d'étoile filante ici avec un pullback sur résistance, j'ai l'impression là qu'on est sur une zone. Si ça clôture vert et qu'on est au-dessus de ce niveau, pourquoi pas tenter l'achat? Mais du coup, ça remplirait les conditions que je viens d'évoquer en données 4 heures, à savoir qu'on repasse au-dessus des 1,9320. Et là, on pourra tenter ce double creux sur le GBP NZD.
Voilà le plan et les conditions à suivre et à respecter pour entrer en position. Donc, pas mal de plans. Là, pour le coup, le GBP-NZD, lui, n'est pas impacté par la Fed. Le GBP-USD, pareil, soyez prudents, surveillez votre exposition. En revanche, on aura la BOE jeudi. Donc, on est quand même sur des paires susceptibles de réagir après les annonces des banques centrales. Mais malheureusement, ce sont les seules paires, je trouvais, qui proposaient des plans de trading intéressants sur des niveaux clés. Le gold, bon, bah, stoppé pour les investisseurs de moyen long terme qui étaient rentrés ici ou là ou même là. Le stop final a été touché, donc fin du méga trend. Méga trade aussi, on avait quand même un super trend haussier, ça retombe. Pour autant, je suis toujours intéressé pour chercher des achats sur le gold. Et hier, je vous disais de surveiller cette zone. On n'a eu aucun signal haussier en données 4 heures, rien du tout, c'est tombé. C'est pas grave, on attendra un peu plus bas. Voilà, là je vise 1910. Pour moi, on a un très beau niveau. Attendez, je recentre mon graphique. Non, on va d'abord enlever l'Ichimoku pour voir le joli niveau. Voilà. Donc là, pareil, cette zone-là a cassé. Hop. Eh bien, on attend la prochaine zone. Juste ici. Vous la voyez celle-là avec toutes les mèches. Le spike ici. Là, qu'on a buté pendant 4-5 jours avant de casser. Donc là, 1910. Voilà le niveau que j'attends. Pareil, pour de nouveau payer le gold. Juste ici. Sur signal. Encore une fois, là on est en train de corriger. Bon, c'est les 50% de retracement. Bon, tout dépend de la vague. Si on prend celle-là ou celle-là, c'est vrai que si on prend celle-là, on s'aligne vraiment parfaitement avec le niveau des 50. Si je prends vraiment celle-là, on est sur le 38,2. Bon, je vais enlever les fibos. Là, c'est un peu délicat de bien les placer, les fibos, sur la dernière vague de hausse. Logiquement, pour moi, c'est celle-là et pas celle-là. Néanmoins, on a une zone 1908, 1900, 1907, 1912 et ce niveau m'intéresse très clairement pour chercher des achats. Voilà, voilà le plan sur le gold. Revenir taper cette zone et payer au moindre signal technique haussier, horaire, 4 heures. Et là, ce serait juste magnifique de tomber un peu plus bas et que le RSI n'aille pas faire un creux plus bas que le précédent. Auquel cas, on aura une splendide divergence haussière. Et là, il ne faudra pas hésiter à envoyer. Voilà. On fait un creux plus bas. Enfin, si on fait un nouveau creux, mais pas un creux plus bas que le précédent, divergence horaire sur zone. Si elle est validée, c'est payé. Stop loss là et on revise 1960, 2000, 2070. Voilà. Wait and see, prendre son mal en patience, attendre la zone, surveiller un signal et agir. Je remets l'Ichimoku quand même. En données 4 heures. Ok, bon. On est éloigné de la Tenkan, effectivement. Je m'attends à un rebond. On a quand même déjà lâché, je pense, 6 ou 7%. Ouais, 7%, c'est pas mal. Le marché avait besoin de souffler, mais je reste vraiment très positif sur les métaux précieux. Bon, allez, bah, si on peut aller un peu plus bas, ce serait vraiment parfait. 1910 sur signal, zone clé à payer de nouveau. Le Brent, ça chute. Avec la recrudescence des cas de Covid en Chine, justement, ça a créé de nouvelles tensions.
pas envie d'être acheteur sur le Brent, toujours pas. On perd quand même 6%. Bon, on retombe sur la zone. C'est vrai qu'il y a une très belle zone ici. Vraiment une très très belle zone. On vient de perdre 40 $ en ligne droite. Très belle zone clé. 98, 100, c'est psychologique, effectivement. Si on reprend la dernière vague de hausse, bon, ça ne s'aligne pas parfaitement. Ok. Ça peut être tentant de chercher un achat par ici, effectivement. On a une très belle zone. Si on a un signal, pourquoi pas. Bon, est-ce qu'on va vraiment valider cette épaule tête épaule, aller chercher l'objectif? Ce serait plus bas. Bon, pour l'instant, je reste à l'écart sur le pétrole. Extrêmement volatile, je trouve. Trop volatile même. Ouais. Bon, c'est intéressant. On a un beau niveau. Effectivement, il y a un très beau niveau. C'est une zone de support mensuel. On a notre oblique ici qui vient de nouveau soutenir les prix. Je peux comprendre que certains aient envie de tenter les achats. Il faudrait au moins un beau signal horaire, 4 heures si possible. Là, pour l'instant, on a juste une très belle zone. Mais j'aimerais au moins un joli signal pour commencer un marteau, peut-être un avalement, à voir, étant donné que c'est encore une fois, hein, c'est les Américains qui drive ce marché. Mais si on a un joli signal 4 heures, eh bien le stop loss devra se placer sous les plus bas. Voilà, juste en dessous, ici. Pour viser 105 et de nouveau en redémarrage vers les 112. Là, le marché a bien soufflé, on est retombé là où il était avant, qui s'envole. Ça reste quand même haussier, le pétrole, on a quand même bien corrigé. Maintenant, si on a un joli signal haussier ici en données 4 heures, je ne suis pas contre un achat, avec un stop loss sous les plus bas de la mèche pour viser TP1, TP2. Voilà, mais encore une fois, sur signal. Light. Ouais, le light retombe presque sous sa zone aussi. On a un petit gap à venir combler totalement. Voilà, j'attends un peu plus bas le light. Vous voyez, on vient vraiment combler ce gap à 91. Bon, on est venu combler là, pile poil. Effectivement, on est venu combler là, tout juste à peine. Il manquait pas grand-chose. L'idéal serait de faire un excès sous les plus bas. 91. Voilà. Je l'attends un petit peu plus bas. Pareil, ici, je suis intéressé pour chercher un achat sur le pétrole. On a un beau niveau, la M50 qui remonte doucement. On revient au point de départ, pareil, avant qu'il n'explose. C'était un gros niveau qu'on travaillait, donc c'est pareil. Voilà, si on peut revenir un peu plus bas, qu'on a un beau chandelier 4 heures, au moins horaire, une fois qu'on a vraiment comblé le gap, eh bien pourquoi pas chercher de nouveau un achat avec un stop loss assez large par ici. Voilà. Hop. Stop loss assez large, mais au moins on se rapproche le plus près possible de la zone, sur signal, payé et viser TP1 et puis de nouveau TP2, ce serait les 107. Voilà le plan. Bon, le Bitcoin, finalement, le projet de loi LICA, en tout cas l'amendement concernant
l'interdiction des crypto-monnaies basées sur la proof of work, donc la preuve de travail, n'est pas passée. Donc, ils ont voté contre cet amendement qui prévoyait d'interdire les crypto-monnaies sous la preuve de travail, dont faisaient partie Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Ethereum, elle, est en train de migrer justement sous une autre, sous la proof of stake, si je ne dis pas de bêtises, avec l'Ethereum 2.0. En tout cas, ce n'est pas passé au Parlement. Donc, petite réaction derrière, à mon avis, positive du BTC, effectivement, mais pas suffisamment pour passer acheteur, dire on achète, stop loss en dessous, on vise 45 000. Là, pareil, toujours peu de volume. Et juste avant la Fed, à mon avis, pareil, on va avoir des mouvements intéressants après la Fed. Donc là, effectivement, je note sur le bas de biseau un avalement haussier, mais je suis pas convaincu. Les volumes sont tellement faibles. On aurait eu cet avalement avec des volumes énormes. J'aurais dit bon, ok, il se passe quelque chose d'intéressant. Ça peut être intéressant de chercher des achats de nouveau. Mais là, les volumes sont trop faibles. Donc je surveille, mais on n'a pas d'action. Toujours pas d'action sur les cryptos, c'est mou. L'idéal reste toujours le même plan, un retour sur les 33 850 pour de nouveau chercher les achats. Ou une cassure de résistance avec un retour des volumes. Mais sinon, allez voir ailleurs. On a de la vol, hein, comme je vous le disais, hein, sur les indices, le forex, les matières premières, le gold, on a des beaux scénarios qui sont en train de se mettre en place. Sur les cryptos, honnêtement, depuis plus d'un mois, il ne se passe absolument rien. On est en train de végéter, de consolider. Dès que j'aurai un retour des volumes, des signaux haussiers, des cassures de résistance, là oui, ça redeviendra intéressant, mais pour l'heure, pas grand-chose à faire. Donc, et pas envie d'être acheteur sur ce pseudo-avalement sous résistance, sous MM50, avec zéro volume derrière. Donc je passe mon tour. Je serais intéressé si on retombe un peu plus bas ou qu'on casse enfin les 45 000 $. L'Ethereum, malheureusement, c'est la même chose. Il n'y a pas de flux. Il n'y a pas de flux. Ok, on a eu un petit retour de volume sur l'avalement, mais les volumes sont en train de se tasser, c'est affligeant. On est sur une zone, mais la zone ne réagit plus presque. Une fois, deux fois, les rebonds sont de plus en plus faibles, vous voyez. Donc je pense que les cryptos ont besoin d'un nouveau catalyseur, ont besoin d'un nouveau souffle. Peut-être que la Fed va permettre de dégager l'horizon, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut se montrer patient. Voilà, on fera le point jeudi après la Fed. Mais là, très clairement, les cryptos ont besoin de news flow positif, d'un puissant catalyseur pour relancer, car là, en l'absence de news flow, d'actualité croustillante, j'ai envie de dire, on a du mal à rebondir. Pour l'instant, il y a de la nervosité sur les marchés, il y a de la tension, les cryptos résistent plutôt bien, effectivement, mais c'est pas pour autant qu'elles constituent un actif refuge, bien au contraire. Bon, affaire à suivre sur le Ethereum, rien à dire, à part me répéter depuis presque un mois, dire les zones que je surveille, mais malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus, il ne se passe absolument rien, il n'y a pas de vol, c'est mou, payer ici, je trouve que ça n'a pas de sens, vendre non plus, il n'y a pas de signaux haussiers, il n'y a pas de signaux baissiers, on est juste en train de végéter, et dans ce cas-là, le mieux, c'est de passer à autre chose, d'aller voir ailleurs, et de revenir quand il y aura un peu plus d'action, tout simplement. Voilà. Le flux reviendra sur les cryptos,
Il y a des périodes molles, il y a des périodes où il ne se passe pas grand-chose malheureusement et on ne peut pas être tout le temps à 100% sur la crypto. Voilà, et là depuis plus d'un mois, on va pas se mentir, mais c'est quand même assez léthargique sur l'ensemble des crypto-monnaies. S'il y a une grosse news qui tombe ou un puissant catalyseur qui permet de relancer un peu les cryptos, eh bien pourquoi pas, il faudra saisir cette occasion pour revenir dessus. Mais en l'absence d'une telle news, eh bien, plaçons des alertes sur nos graphiques, mais allons voir ailleurs pour faire fructifier notre capital sur des actifs plus pertinents. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. N'oubliez pas de vous inscrire au Trading Live avec Van Fibo demain à 8 h. Et moi, je vous retrouverai pareil demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.